Le 4 avril 1960 à Paris, après 2 mois de négociations, la Fédération du Mali signe avec la France les accords de transfert de compétences qui conduisent à son émancipation. Regroupant le Sénégal et le Soudan français, la Fédération est une tentative de construire une Afrique indépendante unie. Julius Malema, le sulfureux opposant sud-africain, a demandé aux Africains de s'employer à créer un continent décolonisé, ajoutant que le projet pouvait commencer par des petites initiatives avant d'atteindre de grandes ambitions. Qui dirait le contraire quand je dirais que les États-Unis d'Afrique partiront de l'AES? Il fut un temps où les chaînes de l'esclavage se brisaient, mais où les esprits restaient prisonniers, où le colonialisme découpait l'Afrique comme un gâteau et où les peuples noirs, éparpillés de Kingston à Johannesburg, cherchaient désespérément une lumière. Dans ce monde fracturé, un homme s'est levé. Un homme qui a osé rêver d'un continent entier libéré, d'un peuple noir uni, fier et maître de son destin. Son nom, Marcus Mosiah Garvey. Visionnaire, agitateur, prophète, il a fondé le premier mouvement mondial noir, l'UNIA, avec des millions de membres. Il a créé des entreprises, des journaux, une flotte maritime pour rivaliser avec les empires. Il a brandi le drapeau rouge, noir et vert, symbole d'une Afrique ressuscitée. Mais qui était vraiment cet homme? Pourquoi les gouvernements le craignaient-ils tant? Et comment ses idées ont-elles survécu jusque dans les rues de Ferguson, les bidonvilles de Nairobi et les chants de Bob Marley? Cette vidéo n'est pas qu'un cours d'histoire, c'est un voyage dans l'esprit d'un révolutionnaire. Un homme qui a cru en la puissance de l'unité, même quand le monde le traitait de fou. Nous explorerons ses triomphes, ses échecs cuisants, ses alliances choquantes, et cette question brûlante. Peut-on libérer un peuple sans parfois le diviser? Marcus Mosiah Garvey naît le 17 août 1887 à St. Anne's Bay, une bourgade du nord de la Jamaïque. L'île est alors une colonie britannique, où le sucre rime encore avec sueur et sang. Les Noirs, majoritaires, survivent dans l'ombre des grands domaines, tandis que les Blancs contrôlent terre, loi et rêve. Fils d'un tailleur-pierre et d'une domestique, Marcus grandit dans une pauvreté ordinaire. Son père, Marcus Garvey Sr., homme sombre de peau et fier, lui transmet une maxime: jamais ne courbe l'échine. Sa mère, Sarah, plus claire, incarne un paradoxe douloureux. Dans une société obsédée par la couleur, sa peau lui vaut un semblant de respect, qu'elle paie en mépris pour ceux plus noirs qu'elle. À l'école, le jeune Marcus se révèle brillant, mais les manuels britanniques lui enseignent que l'Afrique est un continent de sauvages et que la reine Victoria est une bienfaitrice. À 14 ans, faute d'argent, il quitte les bancs de l'école. Pour survivre, il devient apprenti imprimeur. Mais c'est là que son éducation vraie commence. La nuit, quand l'atelier se tait, Marcus dévore les livres interdits, des récits d'esclaves révoltés, des textes sur Toussaint Louverture, qui a humilié Napoléon en Haïti. Chaque page est une étincelle, chaque mot un défi au mensonge colonial. Non, nous ne sommes pas nés pour servir. À 20 ans, Marcus est un autodidacte en colère. Il voit les Noirs de Jamaïque mépriser leur propre peau, idolâtrer les Blancs et se haïr entre eux. Le colonialisme a gagné, il a retourné les opprimés contre eux-mêmes. Mais dans l'esprit de Garvey, une idée germe. Et si la liberté commençait par la fierté? En 1910, à 23 ans, Garvey quitte la Jamaïque. Son but? Comprendre la condition noire au-delà des mers. Ce qu'il découvre en Amérique centrale est un miroir brutal de l'oppression coloniale, mais à l'échelle d'un continent. À Limón, au Costa Rica, Garvey travaille comme imprimeur et journaliste. Dans les plantations de la United Fruit Company, il voit des Jamaïcains exilés, payés une misère, logés dans des baraquements infestés de malaria. Leur crime? Avoir la peau noire dans un empire dirigé par des Blancs. Ici, on exploite le noir comme à l'époque de l'esclavage, mais avec des chaînes invisibles. À Panama, la folie du canal le hante. 20 000 morts, majorité noire. Des corps jetés comme des déchets pour un projet qui unit les océans, mais divise l'humanité. Garvey écrit dans son carnet « Le progrès des Blancs se construit sur nos eaux ». En 1912, Garvey débarque à Londres, cœur de l'Empire. À la bibliothèque du British Museum, il découvre les écrits de l'activiste sierra-léonais Edward Blyden et du Nigérian Ducé Mohamed Ali. Pour la première fois, il lit une vérité crue. L'Afrique avait des royaumes, des sciences, une grandeur, avant la colonisation. L'Afrique n'est pas un continent de sauvages,
c'est le berceau volé de l'humanité. Ces voyages sont une révélation. Le racisme n'est pas une fatalité jamaïcaine. C'est un système mondial. En Afrique, en Amérique, en Europe, les mêmes mécanismes écrasent les Noirs. Mais une idée germe. Et si la réponse était aussi mondiale? Unir tous les Noirs de la planète pour reconquérir leur dignité et leur terre. De retour en Jamaïque en 1914, Garvey n'est plus le même homme. Dans ses valises, des livres interdits, une colère transformée en vision, et les statuts d'une organisation qui changera l'histoire, l'UNIA. Bien que Marcus Garvey et Booker T. Washington ne se soient jamais rencontrés physiquement, Washington étant décédé en 1915, un an après la fondation de l'UNIA, en 1914, les écrits et la philosophie de Washington jouèrent un rôle crucial dans la formation des idées de Garvey. Booker T. Washington, fondateur du Tuskegee Institute en Alabama, prônait l'autonomie économique et l'éducation pratique comme levier d'émancipation pour les Noirs américains. Son approche, souvent qualifiée d'accommodante envers les structures raciales de l'époque, insuffla à Garvey une vision pragmatique de l'émancipation noire, centrée sur l'autosuffisance et la fierté collective. En 1914, lors de ses voyages et de ses lectures, Garvey découvre Up from Slavery, l'autobiographie de Washington. Ce livre, relatant le parcours de Washington depuis l'esclavage jusqu'à la direction d'une institution éducative majeure, marqua profondément Garvey. Il y puisa l'idée que l'éducation et l'entrepreneuriat pouvaient libérer les Noirs de la dépendance envers les systèmes oppressifs. Washington m'a montré que la clé de notre libération réside dans nos propres mains. Mais j'ai compris qu'il ne suffisait pas de s'intégrer. Il fallait aussi se unir, mondialement. Inspiré par le modèle du Tuskegee Institute, mais désireux d'aller plus loin, Garvey fonda l'Universal Negro Improvement Association, UNIA, à Kingston, Jamaïque, en 1914. Si Washington se concentrait sur l'intégration économique aux États-Unis, Garvey élargit le cadre à une échelle mondiale, visant à unir tous les Africains de la diaspora autour de 3 piliers. 1. L'unité politique à travers le panafricanisme. 2. L'indépendance économique via des entreprises comme la Black Star Line. 3e. La fierté culturelle, symbolisée par le drapeau rouge, noir et vert. Devise de l'UNIA. Un dieu, un but, une destinée. Garvey admirait Washington, mais rejetait son accommodationnisme. Alors que Washington évitait la confrontation directe avec le racisme institutionnel, Garvey prônait une résistance fière et la création d'une nation noire souveraine en Afrique. Cette vision radicale s'incarna dans des projets comme le Back to Africa et le couronnement symbolique de Garvey en tant que président provisoire de l'Afrique en 1920. L'UNIA devint le premier mouvement mondial de masse dédié à l'émancipation noire, comptant des millions de membres dans les années 1920. Le journal Negro World, organe officiel de l'UNIA, diffusa des idées de fierté raciale et de panafricanisme, influençant des générations de militants, de Kwame Nkrumah à Malcolm X.